Hello, my name's Jonathan Wirt. Bonjour, je suis Jonathan Ward. Je suis gestionnaire des services de vulgarisation pour le bétail et les grandes récoltes pour Perenia. Avant d'être gestionnaire, il y a à peu près 6 mois, j'étais spécialiste pour le bœuf et les moutons chez Perenia. Et c'est à ce poste-là que je me suis intéressé dans les règlements et les changements de règlements sur le transport des animaux. Alors, c'est un plaisir aujourd'hui de vous parler à propos les règlements sur le transport des animaux et les changements à ces règlements. Ces règlements font partie de la loi sur la santé des animaux qui est administrée par l'Association canadienne de l'inspection des animaux. Alors, quels sont les règlements concernant le transport? Ça fait partie de la loi sur la santé des animaux. Il y a d'autres règlements, des choses qui pourraient vous intéresser, qui font partie du mandat du Conseil national pour le soin des animaux d'élevage. Et ça, c'est le Code sur le transport des animaux. C'est un document en parallèle. Le Code actuel est en train d'être révisé, une révision qui a débuté en 2018. Et là, ils s'attendent que le nouveau Code soit disponible pour commentaire du public en 2022 avec l'achèvement au printemps 2023. Cependant, les règlements sur le transport des animaux sont déjà entrés en vigueur. Alors, les règlements actuels sur le transport des animaux ont été mis en œuvre en 1977. Évidemment, ça fait un bon bout de temps. J'étais même encore à l'université. Depuis ça, il y a eu beaucoup de recherches sur le transport des animaux. Notre connaissance, compréhension a évolué. En même temps, il y a eu des changements dans les attentes de la société. Et ça a eu un impact sur ce que nos clients et que les gens qui achètent nos produits s'attendent du coup pour ce qui est de manutention des animaux. Alors, les nouveaux règlements ont été mis à jour et ont été entrés en vigueur afin de refléter notre compréhension de la science du bien-être animal pour atteindre les attentes sociétales de nos clients. Et en partie, c'est pour tenter d'assurer que les normes canadiennes se rapprochent aux normes de nos partenaires commerciaux en Amérique du Nord, en Europe et partout autour du monde, parce que c'est important qu'on ait des éléments communs avec les règlements, parce que ça nous permet d'échanger nos produits, commercialiser nos produits. Chaque fois qu'il y a une grande différence dans les règlements et les normes, ça pourrait être de plus en plus difficile d'exporter nos produits ailleurs dans le monde. Alors, dans le secteur du bœuf, c'est une considération importante parce que nous sommes de grands exportateurs de bœuf. Personnellement, lorsque je suis allé à l'université, je me rappelle des discussions à propos de bonnes pratiques de production animale, mais je ne me rappelle pas qu'on discutait du bien-être animal. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer ça. Mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui était discuté. Les gens avaient une compréhension que c'était important de traiter des animaux comme il le faut, mais ce n'était pas quelque chose qui est une discussion sociale importante. Mais certainement qu'aujourd'hui, on ne peut plus ne pas considérer le bien-être animal et on doit s'assurer qu'on a des normes de base. Et une bonne partie, c'est la façon dont on transporte nos animaux. Et la réalité est qu'on a un grand pays et il y a des occasions où le bétail est déplacé de longues distances et on a également considéré les conditions et la météo. Et certainement, on vit dans un environnement où on peut passer des conditions très chaudes, dépendant de la saison,
à l'autre extrême du froid très sévère. Alors ça, c'est des facteurs dont on doit tenir compte également. Bon, avec tout ça, le gouvernement canadien a passé à travers un processus de consultation. Ils ont développé les règlements qui ont été mis en œuvre et ces règlements ont été ajoutés dans la Gazette du Canada partie 2 en février 2019 et ils sont entrés en vigueur un an plus tard, en février 2020. Dr. Comal, qui était le vétérinaire en chef du Canada, à l'époque a indiqué que cette transition d'un an entre février 2019 et 2020, c'était une période de transition qui permettra aux gens de se préparer pour les changements. On a découvert qu'en 2020, il y avait des défis pour pouvoir se plier au règlement. L'industrie a approché le gouvernement et la ministre Bibeau et elle a imposé un délai de 2 ans dans l'application des exigences en matière d'alimentation, d'abreuvement et de repos pour l'industrie bovine. Alors, il y a peut-être des enjeux de communication. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui pensent que tous les règlements ne sont pas en vigueur, mais ce n'est pas le cas. C'est juste les règlements sur alimentation, abreuvement et repos. Au fur et à mesure qu'on passe à travers de cette présentation, je vais en discuter de façon plus détaillée. Bon, quels sont les règlements? Et ça s'applique pour qui? Les règlements s'appliquent pour tout le monde qui sont impliqués directement ou indirectement dans le transport d'animaux vivants, incluant les propriétaires des animaux, même si le propriétaire est absent. Tant longtemps qu'ils sont les propriétaires, ils sont responsables pour la façon, pour la manutention et tous les aspects de leur gestion, et ça inclut le transport. Des éleveurs, bien sûr, des producteurs sont inclus. L'acheteur, donc un animal, est responsable pour ces animaux lorsqu'ils les ont achetés. Les exportateurs et les importateurs sont responsables. Bien sûr, les transporteurs sont clairement responsables parce que c'est eux qui sont en train de transporter les animaux de leur point de chargement au point de déchargement. Les manipulateurs des animaux qui aident à charger et décharger les animaux sont touchés par ces règlements. Et ensuite, les centres de rassemblement, les encans, les parcs de rassemblement et les installations de consignation, incluant les abattoirs, sont responsables pour assurer que les règlements sont respectés. Et ensuite, un nouveau concept pour les gens en maritime, peut-être, c'est des stations d'alimentation, d'abreuvement et de repos. Il y a des lieux au Canada où il y a une occasion pour un animal qui est en train d'être transporté sur longue distance qui doit être déchargé. Par exemple, à Thunder Bay, en Ontario, il y a ces stations d'alimentation, d'abreuvement et de repos où les bovins, les porcs, les moutons, ainsi de suite, peuvent être sortis du camion, se reposer, alimenter et ensuite recharger par la suite. Un des défis qu'on a, c'est qu'avec ces nouveaux règlements de transport, il y a les périodes maximales sont plus courtes qu'auparavant. Alors, il y a des situations où on n'a peut-être pas suffisamment de nombre de distribution de ces stations. Et c'est pourquoi on a cette période de grâce de 2 ans sur ces règlements d'alimentation, d'abreuvement et de repos. Bon, du coup, comment est fini l'alimentation? Ça ajoute tous les aspects du transport et du confinement qui est requis pour le faire. Essentiellement, si vous lisez les règlements, vous allez découvrir que le transport commence lorsqu'on commence à rassembler les animaux, soit au pâturage ou que vous les déplacez à l'extérieur de l'enclos dans l'étable où ils étaient alimentés et abreuvés. Lorsqu'on s'éloigne de la routine quotidienne, que vous les amenez dans un aire pour le transport, c'est considéré comme étant le début du processus de transport. Alors, les aspects
critiques sont la sélection des animaux que vous allez transporter, assurer qu'ils sont aptes au transport. Vous devez considérer quand est-ce que vous allez retirer les aliments et l'eau et la possibilité de se reposer avant le chargement et en préparation du chargement et du confinement pour le transport. Alors, ces règlements, vous allez voir plus tard qu'il y a une exigence pour assurer que les animaux sont reposés pour une période suffisante s'ils sont transportés pour de longues périodes de temps. Et là, ils ont l'occasion de s'alimenter, de consommer suffisamment d'eau pour évidemment, le processus de chargement et d'embarquement est important. On doit minimiser le stress, ça c'est essentiel et ça c'est touché par les règlements. Le transport comme tel, que ce soit par camion, par train, par avion, par navire, tout ça c'est réglementé. Et là, c'est surtout, on va se concentrer surtout sur le transport par camion. Et à la fin, le déchargement ou le débarquement qui est tout aussi important que le chargement et ensuite le timing du processus post-transport, assurer que ces animaux ont accès à des aliments, de l'eau et l'occasion de se reposer lorsqu'ils sont arrivés. Ça, c'est tout ce couvert dans les règlements. Bon, les inspecteurs de la CIA ont l'occasion, ils sont responsables pour l'application de ces règlements ainsi que d'autres composantes de la loi sur la santé des animaux. Quand est-ce qu'ils peuvent effectuer des inspections? Ils peuvent effectuer des inspections de routine à des endroits stratégiques, des lieux tels que des établissements d'abattage, bien sûr des abattoirs, et ça fait partie de leur autre responsabilité. Une des choses qu'ils regardent, c'est le transport de ces animaux et assurer que la façon dont ils sont soignés respectent les règlements. Les inspecteurs de la CIA ont le pouvoir de procéder à une inspection du transport des animaux à tout moment et en tout lieu où les animaux sont ou peuvent être transportés. Ce qui veut dire que si vous êtes arrêté chez Tim Hortons pour un café et que l'inspecteur arrive là, qu'il a le droit d'inspecter votre chargement et assurer que les animaux sont en bon état et qu'ils sont transportés de façon appropriée. De la même façon qu'il pourrait vous arrêter sur la route et pour vérifier le poids, par exemple, c'est semblable. Alors, le pouvoir, ils ont beaucoup de pouvoir. Ils sont là afin qu'ils puissent assurer que les règlements sont respectés et appliqués. Cela étant dit, en parlant aux inspecteurs, pour ce qui est du transport, ils se concentrent pour assurer que les règlements sont respectés et ils vont prendre des mesures d'application, surtout quand les gens sont clairs, ne font aucun effort de respecter les règlements sur le transport. Alors, si vous, honnêtement, vous tentez de respecter les règlements et qu'il y a une petite lacune, je pense que les inspecteurs vont tenter de respecter ça et de vous éduquer plutôt que d'utiliser le gros bâton qui est leur capacité d'imposer des amendes et d'autres pénalités en vertu de cette loi. Un élément essentiel de tout ce processus, c'est d'assurer qu'on évalue les animaux et leur aptitude à l'embarquement ou le transport. On a besoin de penser à la condition de l'animal, les animaux qu'on charge, assurer qu'ils sont tous en bonne santé et aptes au transport. Ce processus décisionnel est très important. J'aime de dire mon expérience personnelle. J'ai été éleveur pendant 25 ans avant que j'ai pris cet emploi et je peux me rappeler au fil des années, regarder des animaux que j'allais expédier, surtout des animaux plus âgés. Mon expérience personnelle est que si je me sentais pas bien à propos de ce que je faisais, ben dans ce cas-là, je
reconsidérer ça et décider de ne pas embarquer cet animal. Et je pense que ça, c'est un drapeau rouge. Si vous êtes dans une situation où vous pensez de charger un animal pour le transport et que vous ne sentez pas très bien à propos de ça, probablement que vous ne devriez pas le mettre à bord du camion. Peu importe si l'animal rencontre la définition des trappes au transport. Lorsqu'ils sont à bord du camion, ils doivent être surveillés pendant le transport. C'est essentiel. Lorsque vous arrêtez différents lieux, vous devez vérifier pour assurer qu'ils sont tous en bon état, qu'il n'y en a pas d'animaux qui ne peuvent plus être debout. Et si la météo est particulièrement chaud ou froid ou que la route est vraiment difficile, la fréquence de cette surveillance doit être ajustée en conséquence. Et vous voulez vérifier les animaux plus fréquemment lorsque les conditions météorologiques sont aux extrêmes. L'autre chose, on doit s'assurer que l'animal demeure apte au transport pendant le transport. Si quelque chose se passe pour un de ces animaux, si on est dans une situation où ils sont considérés comme ne pas étant aptes au transport, c'est contre les règlements de continuer le transport. Vous devez immédiatement décider comment vous pouvez les amener au lieu où vous pouvez composer avec cette situation de façon appropriée, que ce soit l'euthanasie ou que l'animal soit traité par un médecin vétérinaire. J'ai déjà dit que le temps consacré à la surveillance doit être adapté aux conditions météorologiques, mais également approprié pour la condition des animaux. Si vous transportez des animaux qui sont compromis d'une façon ou d'une autre, mais dans ce cas-là, les animaux ont besoin d'être surveillés plus fréquemment, avec plus de diligence que des animaux qui sont en bonne santé. Également, si vous transportez des vaches plus âgées, par exemple, un animal qui est plus âgé et peut-être compromis selon leur âge, mais ces animaux vont exiger de surveillance plus fréquente également. Bon, quelles sont les deux catégories des animaux pour savoir si vous allez les transporter, savoir si un animal est considéré comme étant fragilisé ou bien inapte pour le transport? Bon, des animaux fragilisés, vous pouvez les transporter, mais vous devez ajuster les considérations lors du transport. Des animaux inaptes ne peuvent pas être transportés pantoute. Alors, si vous allez transporter un animal fragilisé, il a besoin d'être isolé sur le camion, dans un enclos privé, ces animaux doivent être embarqués, débarqués individuellement. Et il ne peut pas avoir à négocier des rampes à l'intérieur du camion. Vous pouvez les mettre dans le camion remorque, ils doivent être chargés en arrière où ils n'ont pas besoin de négocier des rampes à l'intérieur du camion. C'est votre responsabilité de prévenir la souffrance, les blessures ou la mort des animaux. Ça exige plus de surveillance et des soins spéciaux. Ces animaux peuvent seulement être transportés directement au lieu le plus proche où on peut s'en occuper. Ça ne peut pas être un centre de rassemblement. Si un animal fragilisé ne peut pas être transporté à l'encan, on doit les amener directement à un abattoir ou un médecin vétérinaire pour soins. Ils ne doivent pas être confiés à un centre de rassemblement ou un encan. La durée maximale pendant laquelle un animal fragilisé peut être privé de nourriture et d'eau est de 12 heures. Comme je l'ai dit plus tôt, un animal inapte, aucune condition
ou toute condition qui entraîne des souffrances pendant le transport, c'est ça la définition. Ils ne doivent pas être transportés, peu importe qu'est-ce qui se passe. La seule exemption pour ça, c'est si on les transporte chez le vétérinaire. Mais généralement, c'est des animaux qui sont compromis à ce point-là. La raison, c'est parce qu'ils ont une condition sévère qui exigerait l'euthanasie. Une considération importante, c'est pour les animaux fragilisés et inaptes, c'est que plusieurs de ces animaux sont probablement inaptes ou fragilisés jusqu'au point où, si vous les amenez à un abattoir, il y a une bonne possibilité que, qu'ils ne vont pas être utilisés. Alors, pourquoi imposer le stress du transport de ces animaux avec le potentiel que l'animal va être rejeté à la fin du processus? Alors, c'est mieux de les euthaniser sur la ferme. Alors, j'ai déjà dit que s'il y a un animal qui est fragilisé et qu'elle devient inapte pendant le transport, c'est une infraction de continuer le transport de cet animal et on doit assurer que sitôt que possible qu'on les amène à un lieu où on peut s'en occuper de façon appropriée. Bon, je reviens. Tout le monde se demande quelle est la différence ou quelle est la définition de fragilisé et inapte. Il y a une longue liste de conditions. Ça va prendre une couple de minutes pour lire la liste, mais je pense que je vais en faire la lecture. Comme aucune liste du gouvernement, il y a toujours une condition à la fin qui fait référence à d'autres considérations. Si on regarde à la liste des choses qui peuvent les, les fragiliser, ça commence avec des animaux sont, qui ont souffert de gelure, un animal qui est aveugle des deux yeux, un animal qui n'est pas guéri après une procédure inclut d'écornement ou castration, un animal qui boite, souffre de boiterie et qui, par exemple, un animal qui souffre de boiterie, mais pas de boiterie sévère, qui a une déformité ou qui a une amputation, qui est à la pic de lactation, des blessures non guéries au pénis, des problèmes avec au niveau du vagin, mobilité limitée par quelque chose et ensuite, à la fin, aucune autre indication d'infirmité, maladie, infirmité ou condition qui veut dire ça réduit leur capacité de tolérer le transport. Alors, on doit évaluer ces animaux, être certain qu'on peut les transporter et s'il n'y a aucune de ces conditions, on doit vraiment songer comment est-ce qu'on va faire et considérer si vous voulez les transporter de toute façon. Prochaine chose, c'est inapte au transport. Ces animaux vont souffrir si vous les transportez. Alors, aucun animal qui n'est pas mobile, aucun animal qui a une fracture quelconque, qui est boite dans un membre ou plus, ou c'est une indication de douleur et qu'il hésite de se déplacer, un animal qui a des prolapses sévères, que ce soit rectal ou vaginal, un animal qui indique des problèmes avec le système nerveux, des genres stressés s'ils ont
ont la difficulté à respirer, un animal avec des blessures, un animal qui a les membres liés pour aider le traitement, un animal qui existe de déhydration ou hyper ou hypothermie, un animal qui a une fièvre élevée, qui a une grosse hernie, un animal qui est au dernier 10% de gestation ou qui a donné naissance dans les derniers 48 heures, qui a cancer sévère, manque de confort ou faiblesse, indication d'épuisement ou un animal qui est extrêmement maigre, en d'autres mots, un animal dont l'état de chair est très pauvre. Et à la fin, c'est il n'y a aucune autre indication d'infirmité, maladie, une condition qui indique qu'un animal ne peut pas être transporté sans souffrance. Alors ça, c'est une liste assez exhaustive, mais ça vous donne une idée pour comment faire l'évaluation, à savoir si on devrait transporter ces animaux. Certainement, si l'animal rentre la définition d'être inapte, on ne devrait pas les transporter. Bon, pour ce qui est de formation, toute personne qui charge, confine ou transporte un animal ou qui décharge un animal doit avoir les connaissances et les compétences requises pour effectuer cette tâche conformément à ces règlements. Alors, si vous êtes un éleveur, vous devez comprendre le comportement animal et comment faire la manutention de ces animaux et quels sont ces règlements pour ce qui est du transport des animaux. Et vous devez être certain que vos employés ou les gens qui travaillent avec ces animaux également sont en mesure de traiter ces animaux comme il le faut, comprendre comment est-ce qu'ils réagissent à la manutention et assurer qu'on respecte les règlements. Si vous êtes un transporteur commercial, en autre mot, si vous êtes payé pour le déplacement de ces animaux, il y a une exigence que vous d'obtenir une formation et vos employés doivent être formés. Et cette formation doit inclure le comportement des animaux, l'évaluation de leur aptitude, la manipulation des animaux, les plans d'urgence, comment est-ce qu'on compose la surveillance pendant le chargement, le confinement, le transport et déchargement, les facteurs de risque qui compliquent le transport et également une bonne compréhension des règlements. Si vous êtes un transporteur commercial, l'Association canadienne du transport des animaux offre une formation. Et si vous transportez sur longue distance et que vous êtes indemnisé pour le transport, je suggère que si votre déplacement va être interprovincial, vous devez considérer suivre cette formation de l'Association canadienne du transport des animaux. Et ils ont une nouvelle version disponible en ligne qui viennent tout juste d'être accessible dans les dernières couples de semaines. C'est accessible, alors vous devez le faire. Je soupçonne que la plupart des gens, surtout les camionneurs qui viennent au maritime de l'extérieur, de l'Ontario et du Québec, ont probablement obtenu cette formation. Et certainement, la formation est disponible depuis quelques années dans l'ouest du Canada. Si vous êtes un producteur et que vous transportez le bétail localement pour une courte période de temps, être ici dans cette salle et participer à cette discussion, une bonne compréhension des règlements rencontrera les exigences de la CIA pour vous autant longtemps que vous respectez ces règlements. Je ne pense pas que vous allez avoir trop de problèmes. Bon. Au-delà des animaux fragilisés et inaptes,
Et il y a des règlements spécifiques reliés à des animaux de différents âges. Alors, du bétail de moins de 8 jours, vous ne devez pas transporter du bétail, des cervidés, des camélidés, moins que 8 jours ne devraient pas être transportés. Ils doivent avoir une occasion d'assurer qu'ils aient un bon niveau de colostrum et qu'ils prennent de la force et qu'ils soient plus solides sur les pattes. On ne veut pas que ces animaux soient transportés. Si on doit les transporter, on doit les charger et les décharger individuellement sans avoir à négocier des rampes. Ils doivent pouvoir se coucher sans être couchés sur un autre. Vous devez éviter la souffrance, les blessures ou la mort pendant le transport. Si vous ne faites pas cela et qu'un inspecteur de la CIA vous croise, vous allez probablement ça ne sera pas pris à la légère. Ces animaux doivent être séparés des autres animaux qui ne sont pas âgés de 8 jours au moins. On ne peut pas leur mettre avec des animaux matures. Ils doivent avoir leur propre compartiment à l'intérieur du camion. Le temps de transport pour ces animaux ne doit pas dépasser 12 heures à partir du moment où ils sont chargés jusqu'au déchargement. C'est même plus essentiel dans ce cas que ce 12 heures commence là où vous chargez le premier animal, qui a moins que 8 jours. Alors, pour quelqu'un qui va faire la collecte de veaux sur des fermes laitières, le temps de transport, comme pour tous les veaux, commence lorsqu'il récupère le premier veau à la première ferme. La seule chose, la seule raison pourquoi vous pouvez arrêter en cours de transport, c'est uniquement pour le chargement d'autres animaux de 8 jours ou moins. Ces animaux doivent être transportés vers la destination finale. Et ça ne peut pas être un lieu de rassemblement. Pour les jeunes ruminants, ça, c'est des animaux qui sont trop jeunes pour être nourris exclusivement de foin et de céréales. En d'autres mots, c'est des animaux qui n'ont pas été sevrés plutôt. Et ils ne doivent pas être transportés, sauf si le temps prévu entre le début et la fin du chargement est moins que 12 heures. Et il est interdit de recharger un jeune ruminant après qu'il a été déchargé à sa destination finale. Alors, lorsqu'il a été chargé et transporté, il doit aller à la destination finale. Encore une fois, on ne peut pas les amener à un lieu de rassemblement. Pour ce qui est de l'intervalle maximal pour le déplacement, c'est qu'ils veulent assurer que les animaux ont accès aux aliments et de l'eau et de repos. Ce tableau, ici, il y a les nouvelles durées maximales de déplacement en heure, ce qui est comparé à ce qui existe présentement. Alors, on va se concentrer sur les bovins et les moutons n'ont aucun ruminant mature. Le maximum est 36 heures. Les règlements auparavant permettaient 48 heures. Les porcs, c'est 28 heures, c'était auparavant 36 heures. Les autres animaux, si on parle de chevaux, on regarde 36 heures maximum. Les ruminants non sevrés peuvent seulement être déplacés pour un maximum de 12 heures. On en a déjà parlé. Précédemment, la limite était 18 heures. Je pense que dans plusieurs cas, les gens qui faisaient du transport à longue distance n'étaient même pas conscients que ces règlements existaient. Si on restait au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse ou l'île du Prince-Édouard, on n'aurait pas
transporter un animal pour plus que quelques heures. Alors, ces périodes plus prolongées n'étaient pas quelque chose qu'ils considéraient mal. Certainement, les transporteurs commerciaux qui déplacent des bovins à travers de plusieurs provinces étaient conscients des anciens règlements. Ils sont maintenant conscients des nouveaux règlements. Lorsqu'on arrive au maximum, on doit décharger les animaux, leur permettre un repos. L'ancienne exigence était que les animaux devraient être dans une période de repos de 5 heures. Les nouveaux règlements exigent que ce soit un minimum de 8 heures, période de repos avec accès aux aliments et l'eau. Alors, tous ces règlements, quand on commence à parler de transport à longue distance, on doit encore respecter les règlements des camionneurs, la période de temps qu'eux peuvent conduire le camion. Et juste parce que le camion est arrêté à côté de la route parce qu'ils doivent se reposer, c'est période de temps continue. Alors, si le camionneur est limité à 14 heures de route et qu'ils doivent se reposer, cette période de route fait encore partie du temps de transport pour ces animaux. Quand on commence à expédier des animaux à l'extérieur des maritimes et qu'on considère les heures de travail, les heures de repos du point de vue du camionneur, le 36 heures commence à être plus significatif quand on parle surtout de déplacer des animaux jusqu'en Ontario. Et ça va probablement exiger que ces camions aient 2 chauffeurs s'ils veulent respecter les règlements. L'autre chose qu'on va discuter sous peu, c'est s'il y a des problèmes sur la route et que ces animaux sont à bord du camion, juste parce qu'ils font face à un problème, ces règlements sur la durée maximale sont encore en vigueur. S'il y a un bris du camion ou une tempête de neige, ils doivent encore respecter ces limites. Alors ça, c'est une considération importante. Pour ce qui est de la manipulation des animaux, on doit les traiter de façon respectueuse et d'éviter de causer des souffrances, des blessures ou la mort. L'utilisation d'aiguillons électriques est adressée dans les règlements. C'est limité aux bovins et aux porcs de plus de 3 mois, âgés de plus de 3 mois. L'animal doit avoir une voie dégagée pour avancer. En d'autres mots, il doit avoir une direction où ils peuvent avancer. Si l'animal est tourné dans le sens inverse, à moins qu'ils peuvent aller de l'avant dans la mauvaise direction, dans ce cas-là, on n'est pas permis d'utiliser ces aiguillons électriques. On ne doit pas les utiliser dans des zones sensibles, le ventre, l'anus, les parties génitales, le visage. Et ces aiguillons ne devraient jamais être utilisés sur les moutons. Bon, lorsque les bovins sont à bord du camion, on doit considérer les exigences d'espace et l'entassement. Les exigences de la CIA sont basées sur les résultats. Ils exigent que la hauteur du toit doit être suffisante pour tenir compte du comportement des animaux. Alors, ils doivent pouvoir se lever d'une position et avoir leur tête dans une position normale quand ils sont debout. Si vous êtes une grosse vache qui est grande, vous devez assurer qu'elle peut avoir sa tête dans une position naturelle sans avoir besoin de se pencher à cause de la hauteur du toit. Ça s'applique également si on transporte un cheval. Et si on transporterait un girafe, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on composera avec ça. Certainement, la plupart de nos camions ne pourra pas accommoder un girafe. Les animaux ne doivent pas être entassés. Ça, c'est un peu vague, mais
ils doivent quand même être en mesure de demeurer dans leur position préférée. Ils doivent pouvoir être debout confortablement et dans le positionnement de leur corps normal. Ils doivent pouvoir ajuster la position de leur corps afin d'éviter les blessures. Alors, s'il y a une situation où vous devez arrêter le camion rapidement, est-ce que les animaux ont suffisamment d'espace qu'ils peuvent se remettre de cet entassement et d'assurer qu'ils sont debout? L'objectif, c'est d'assurer que l'animal, si elle est par terre, elle doit pouvoir se lever de nouveau. Et ils doivent avoir suffisamment de place à l'intérieur du camion. Dans ce cas-là, ils peuvent ajuster la position de leur corps, peuvent s'empêcher de tomber par terre. L'autre chose qui est importante, c'est de prévenir l'hyperthermie ou l'hypothermie. Et on doit pouvoir ajuster la température dans le camion afin d'assurer que les animaux n'aient pas trop chaud ou trop froid. On arrive à la saison hivernale, on ne sait pas quelle va être la météo d'une journée à l'autre, mais la capacité de pouvoir ajuster la ventilation d'un camion, c'est essentiel. Et la météo est un facteur important dans le transport des animaux. Bon, transfert de garde, c'est l'expression qui est utilisée dans les règlements afin de décrire comment est-ce qu'on doit faire l'échange et le soin des animaux, que ce soit entre le propriétaire de la ferme au transporteur ou le transporteur qui les transfère au récipiendaire final, que ce soit une nouvelle ferme, un encan ou un abattoir. Et certainement, tout le monde qui fait partie de ce processus est responsable pour assurer le bien-être des animaux. Tel qu'indiqué plus tard, tout le monde doit obtenir la formation afin d'avoir une compréhension des animaux et des règlements. Et ceci, ça devient critique quand on parle du transport et du soin. Lorsqu'on transfère la garde de l'animal, ce transfert n'a pas lieu avant que la personne qui reçoive l'animal et accuse réception de l'avis et du document dans les nouveaux règlements. C'est une exigence que la personne qui obtient la garde de l'animal signe quelque chose et accuse la réception et la condition. Alors, c'est important de faire ça parce que si vous laissez un animal en quelque part et qu'il n'y a pas, qu'on n'a pas accusé réception, théoriquement, vous êtes encore responsabilité pour ces animaux et ce qui se passe par la suite. L'autre côté, c'est que les personnes qui les reçoivent, qu'ils acceptent, qu'ils sont en bonne condition lorsqu'ils les reçoivent. Ou s'il y a un animal qui est fragilisé, ils savent qu'elle est là et ils l'acceptent quand même, ils acceptent de le traiter de façon appropriée. Tout ce processus de transfert de garde n'est pas complet avant que le tout soit documenté. En tant que producteur ou quelqu'un qui reçoit ces animaux, vous êtes responsable de maintenir ces registres sur vos installations pour que ça puisse être inspecté par la CIA. Alors, les exigences en matière de tenue de registre, ça s'applique à tous les transporteurs commerciaux et toute personne transportant des animaux, y inclut les agriculteurs. On a besoin d'un enregistrement pour chaque envoi. On doit garder ces registres pour au moins 2 ans. Et on doit au moins avoir des registres qui identifient l'animal, la condition de l'animal, où est-ce qu'elle a été chargée, reçue, la dernière fois qu'ils ont été nourris à brevet avant le chargement, la date, l'heure, le lieu et la destination de l'animal.
Et c'est ce qui est important, c'est la destination finale. Bien sûr, ces registres font partie, c'est relié à la période de déplacement. Ce qui, si je reviens aux périodes de temps pour le transport, cette année, il n'y a personne des maritimes qui va aller au Royal Winter Fair. Mais si on transporterait des animaux au Toronto, de la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick, vous allez être sur la route pour une longue période de temps, il y a des gens qui vont y aller avec une couple de chauffeurs, mais plusieurs de gens voyageront, même peut-être qu'ils arrêteront un motel ou dormir dans le camion pendant quelques heures en route vers Toronto. Dans ce cas, si vous êtes abreuvé et alimenté à bord du camion et qu'ils ont l'occasion de se coucher et se reposer pour 8 heures, ben dans ce cas-là, vous commencez une nouvelle période et vous n'auriez pas besoin de décharger ces animaux pour une période de repos parce qu'il sera considéré comme avoir pu se reposer sur leur remorque autant longtemps qu'ils ont suffisamment de place pour se coucher. Si vous transportez des animaux pour exposition et que vous en occupez dans le transport, vous êtes encore responsable de ce que vous respectez les règlements. Mais si vous documentez vos arrêts, l'alimentation, et ainsi de suite, vous êtes considéré comme étant en conformité avec les règlements. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions et je pense que si vous voulez, vous pouvez me contacter. Je tenterai de répondre à vos questions. Certainement, c'est une bonne source d'information, c'est l'association, c'est l'Agence canadienne d'inspection des animaux. C'est eux qui sont responsables pour le respect des règlements. Ça peut être intimidant, mais ils sont là pour répondre des questions également, en plus de mettre en vigueur les règlements. Vous pouvez trouver les règlements pour le transport en ligne et il y a des différents documents qui expliquent les règlements. Le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage, ils ont un site web traitant du transport des animaux. Et l'Association canadienne du transport canadien du transport des animaux d'élevage ont des cours pour des camionneurs. Et j'encourage n'importe qui fait le transport commercial sur une plus grande échelle. Si vous n'êtes pas déjà accrédité par cette association, vous devrez peut-être poursuivre cette formation. Alors, merci. J'espère que ça vous a été utile et